Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio pour parler des sujets brûlants de l'actualité. La TVA sur les micro-entreprises mis en pause mais pas abrogée. Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, sera avec nous pour en parler. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas, 0826 300 300, parce que là, c'est quand même assez grave de voir comment arrêter l'entrepreneuriat en France. Ensuite, on va parler bien sûr de Donald Trump et de ses dernières annonces. Alors, à la fois sur ce que fait Elon Musk et le démantèlement de l'USAID, cette organisation obscure qui finançait des médias, des ONG partout dans le monde, et puis ces dernières déclarations bien sûr sur Gaza, sur lesquelles il est revenu, et la question bien sûr de la fin de la guerre en Ukraine. Et puis à 13h, notre invité sera Nicolas Nicolas Bay, c'est deux Nicolas, désolé. Nicolas Bay, député européen ECR, qui parlera avec nous de cette nouvelle bidule encore de la Commission européenne, du Parlement européen, ce bouclier européen pour la démocratie. Nathalie Loiseau va être à la tête d'une commission pour lutter contre les ingérences étrangères. Quand on sait qu'elle travaillait pour Soros, c'est assez étonnant. Si vous voulez appeler, réagir, n'hésitez pas, 0826 300 300. On est ensemble pour 2 heures sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, pour parler du budget 2025 qui n'a pas été censuré. Et outre les nombreuses hausses de taxes sur les billets d'avion, sur les frais de notaire, etc., on trouvait comme petit cadeau surprise dans ce budget la baisse du plafond de la TVA pour les micro-entreprises à 25 000 euros, ce qui faisait passer les bénéfices et les revenus des micro-entrepreneurs à quasiment rien. Une mesure exceptionnelle défendue par Bercy, expliquant que finalement ça touchait très peu de micro-entreprises. Il y a eu quand même une mobilisation de la part de quelques députés, notamment de la France Insoumise, et aujourd'hui on se retrouve avec un gouvernement qui met en pause. Benjamin Cauchy, vous avez suivi cette affaire de près. Qu'est-ce que ça dit finalement des politiques par rapport au monde de l'entreprise et particulièrement de la petite entreprise ? Je crois, bonjour Alexis, merci de votre invitation, bonjour aux auditeurs. Je crois sincèrement que ça dénote une déconnexion totale entre ceux qui nous dirigent et l'économie réelle. On le dit depuis des années. Oui. Et là, une fois encore, les Français, les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, mais pas seulement, on en parlera dans quelques instants, mais aussi certaines entreprises vont encore, si cette suspension finit tout de même par arriver avec une taxe au bout, ça sera 400 millions d'euros qui vont être encore pris sur le dos de ceux qui créent la richesse, de ceux qui se lèvent le matin. Et finalement, c'est ça qui est le plus agaçant, c'est que quand je vous dis qu'il y a une déconnexion entre le monde de l'entreprise et nos politiques, c'est surtout entre le monde du travail finalement et nos politiques. Et là, c'est une catastrophe annoncée. J'ai envie de vous dire que c'était normalement pour les auto-entrepreneurs. Tout le monde parle des auto-entrepreneurs depuis le début de la semaine, mais si vous êtes artisan en EURL, vous êtes également victime de ce nouveau couperet. On peut le rappeler à nos auditeurs quand même, 37 500 euros, c'était le chiffre d'affaires en dessous duquel, si vous aviez de la prestation de service en auto-entrepreneur, vous n'aviez pas de TVA à payer. Et lorsque vous vendiez des biens, le plafond était à 85 000 euros. Vous faisiez moins de 85 000, il n'y avait pas de TVA à payer. C'est intéressant pour les auto-entrepreneurs parce qu'eux ne peuvent pas déduire les charges. Donc finalement, c'était un système d'équité pour quand même leur permettre de vivre un petit peu de cette activité. Les auto-entrepreneurs, ça n'a pas vocation à être des gens à temps plein. Des gens qui sont capables d'avoir une activité professionnelle indépendante à temps plein doivent passer par un système de société. Ça, c'est un conseil qu'on peut également donner. Vous voyez, l'État, au lieu de nous faire des campagnes de communication sur les slips et savoir combien de fois par semaine il faut les laver, ça c'est le genre de communication, et donner un peu de culture économique aux Français également. Donc là, il y a un véritable schisme entre la classe politique et le monde de l'entreprise. Alerte rouge. Alerte rouge, bien au-delà, parce qu'on a vu Emmanuel Macron vanter le nombre d'auto-entrepreneurs qui se multipliaient, et puis maintenant, ce sont des moutons à tondre comme les autres. On a l'impression aussi que l'État continue dans sa course folle à la dépense, a bien du mal à faire des économies et compte sur l'effort des Français imposé, c'est-à-dire toujours plus de taxes.
Toujours plus de taxes. On va arriver avec 3400 milliards. On est à 3400 milliards de dettes. Des économistes qui sont rarement contestés, comme Marc Touati, nous annoncent une dette finale de 3700 à voire 3800 milliards d'euros à la fin de l'année 2025. Et quand on regarde le budget qui a été voté, il y a encore 40 milliards de dettes supplémentaires qui sont votées dans ce budget. Donc c'est une spirale infernale. Et les seuls qui sont en capacité de créer de la richesse, vu que l'État va être obligé de se désengager de la commande publique, les collectivités locales vont réduire leurs dépenses également parce qu'ils le font en bon père de famille, ils réduisent la voilure comme vous réduiseriez la voilure, Alexis, dans le cas d'arbitrage de vos dépenses. C'est ce que les Français font au quotidien parce qu'ils ont du mal à s'en sortir et l'État n'est pas capable de le faire. Donc on est dans une hérésie absolue et les seuls qui créent de la richesse, c'est ceux sur qui on va taper. Donc là, on est dans un monde complètement schizophrénique. Ouais. Mais il y a quand même un chiffre, il faut rappeler 25 000 euros, hein, c'est le plafond auquel il voulait abaisser pour la TVA. On était quand même à 30 000 euros pour le fauteuil de Gérard Larcher au Sénat. C'est-à-dire que... moi, j'ai envie d'être un peu provocateur aujourd'hui, mais ça peut permettre de faire avancer le débat. Ouais. Je vais vous donner 3 chiffres. Le premier, 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros, c'est si vous alignez tous les régimes de retraite à 43 années d'annuité de cotisation et en tenant compte des 25 meilleures années, comme dans le privé. Vous économisez 150 milliards par an. Vous tenez compte évidemment de la pénibilité à la marge, voilà. Mais ça, c'est 150 milliards. 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, c'est le repassage des 35 aux 39 heures. Il faut y aller, on a besoin de créer de la richesse. Passons de 35 à 39 heures. Là, ils veulent nous faire travailler 7 heures de manière bénévole. Hein. C'était le projet, plutôt que de revenir sur 35 heures. Il est hors de question de travailler gratos. Oui. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle l'esclavage. Donc ça, c'est pas possible. Donc voilà. Et le troisième chiffre que j'ai envie de vous donner, vous taillez par le nombre d'agences, vous taillez leur budget en deux si vous voulez, vous allez économiser 50 milliards d'euros. Donc, je viens de vous donner 300 milliards d'euros potentiels, théoriques, et ça, je pense que ça pourrait passer par référendum. L'alignement de tous les régimes de retraite pour qu'il y ait une équité entre tous les Français, ça, vous le mettez au référendum, vous allez voir le résultat. La SNCF, ils vont fermer leur bouche. Ça, je peux vous assurer. Mais quoi qu'il en soit, il y a des centaines de milliards d'euros à récupérer. 1, pour désendetter le pays. 2, pour faciliter la vie des entrepreneurs au lieu de les taxer comme ils le font. Des tout petits ou des très gros, ils créent de l'emploi. Donc, il ne faut pas taper sur ces gens-là. Et c'est là-dessus qu'il faut aller chercher des économies. Et enfin, il faut investir en l'avenir. C'est compliqué, l'investissement dans l'avenir, on peut en parler. Il y avait un sommet sur l'IA justement à l'Elysée ces jours-ci, et finalement la France doit s'associer avec l'Arabie Saoudite pour mettre un centre d'IA d'excellence en France. C'est-à-dire que même la France aujourd'hui est incapable de mettre 40 milliards sur la table pour un centre d'IA. Elle doit se faire aider par une pétromonarchie. Ouais, alors là, je serais un petit peu plus dubitatif sur votre analyse, Alexis, parce que finalement, il y a 15 jours, 3 semaines, Donald Trump a annoncé un investissement de 500 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle, et tout le monde s'est dit, waouh, ouais, super, Donald Trump, il a sorti le chéquier. Non. Ce sont les Saoudiens qui investissent 500 milliards d'euros déjà aux États-Unis. Donc, il y a une transition énergétique qui est en train de se faire. L'Arabie Saoudite est en train de miser avec tous les pétrodollars justement qu'ils ont engagés. Ils sont en train de préparer leur propre transition de croissance et passent par l'intelligence artificielle. Et du coup, ils sont prêts à accepter que Donald Trump refasse du pétrole et du gaz, qui va faire baisser le cours du pétrole. Donc, ils s'en foutent finalement maintenant, les Saoudiens, un petit peu du cours du pétrole et investissent. Finalement, on peut être gagnant aussi dans cette histoire. Ce qu'il faut espérer, c'est que s'il pèse 40 milliards d'euros sur la table, il faut que, entre guillemets, ça soit l'effet de levier nécessaire pour que l'État également investisse et aide des entreprises incuber des nouvelles entreprises en intelligence artificielle. Mais moi, quand il y a un pays qui souhaite investir en France, ça me dérange pas. Ouais, non, c'est toujours bien. On est encore un peu attractif. Encore un peu, mais justement, la question se pose avec ces nuages noirs de taxes qui arrivent. Ce budget Bayrou n'a pas résolu le problème de la dépense, c'est ce qu'on disait, et n'a certainement pas résolu le problème de la hausse d'impôts. Ah non, absolument pas. Et puis, il y a des impôts de toutes parts. On a parlé des impôts également pour des gens qui avaient des hauts revenus. Il y a une taxe sur les très, très grandes entreprises. Et vous avez également l'augmentation des droits de succession qui vont passer à 45%. Ouais, c'est fou. Ça, c'est pas anodin. Pourtant, ça concerne à peu près tout le monde. Vous avez des mesures qui sont encore dans les tuyaux. Vous savez qu'il y a un projet de malus sur les véhicules d'occasion.
qui est énorme Voilà. et qui fait que les gens déjà se reportent sur les véhicules d'occasion, donc ils savent qu'il y a là un vivier de nouvelles taxes à aller chercher, c'est incroyable. Exactement, et c'est-à-dire qu'on est quand même dans un système complètement, comme je vous dis, schizophrénique ou Mmh. suicidaire, où finalement l'État, au lieu de chercher à diminuer ses dépenses, parce que c'est ce que finalement l'opinion publique réclame, Ouais, eh ben non, finalement, il continue à tondre cette propre opinion publique. Donc ouais. on est dans un système, enfin je ne sais pas où se trouve la démocratie aujourd'hui. Bah, c'est J'ai, vous parliez effectivement de la France insoumise qui s'offusquait aujourd'hui. Bon, la France insoumise est en train de protéger les auto-entrepreneurs Uber issus de l'immigration dans les quartiers populaires. Donc, on a bien compris pourquoi il y avait du lobbying de la part de la France Mais insoumise. pas que. J'étais Bah, on va pas non extrêmement plus clair cracher dans là-dessus. la soupe quand un parti défend quand même l'entrepreneuriat, Ah, surtout la oui, France oui, non, mais insoumise. enfin, bon, je suis pas dupe, mais oui, enfin, bon, c'est surtout pour emmerder le gouvernement qu'ils le font. Et puis Pas d'ailleurs, on que, a vu non. qu'il y avait une course à l'échalote et que le Rassemblement national avait fait la même chose en termes de communication jeudi matin. Mmh. Alors que le 5 octobre 2024, vous pouvez le trouver sur les réseaux, le 5 octobre 2024, le Rassemblement national avait déposé un amendement pour abaisser les seuils à 18 750 euros quand même. Absolument, absolument. Donc c'est D'accord? assez hypocrite de leur part de les voir prendre la remorque pour défendre la micro-entreprise qu'ils voulaient encore taxer, tout comme le gouvernement Bayrou. Mais pourquoi? Je ne souhaite y voir que finalement une prise de conscience Elle est tardive. de la nécessité d'un entrepreneuriat fort. On va dire que je vais être positif avec eux, que finalement c'était peut-être une erreur de leur part en octobre. En tout cas, on va l'espérer, On va l'espérer, mais surtout, dans l'intérêt des Français. pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, cette dichotomie tragique entre une classe politique qui n'y connaît rien au monde de l'entreprise et des Français qui essayent de s'en sortir en montant des micro-entreprises, en essayant de travailler et de récupérer de l'argent de leur travail. Est-ce qu'à un moment, on va avoir un nouveau poujadisme, un nouveau refus de l'impôt, comme ça avait été le cas dans les années 50, en disant vous tuez l'entrepreneuriat, vous tuez la petite entreprise. On est à peu près, d'ailleurs je pense que les niveaux de prélèvement sont plus hauts actuellement, et est-ce qu'on risque là aujourd'hui d'arriver à un mouvement de fronde face à l'impôt qui serait équivalent au poujadisme? Bah, je vais vous dire, à titre personnel, je l'espère. Je l'espère parce que je pense que tout le monde connaît ce principe de trop d'impôts tue l'impôt. Mmh. Les plus érudits parleront de la courbe de l'affaire. Le consentement à l'impôt, tout simplement, Ah oui. de façon générale, que ce soit les citoyens ou les entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol fiscal qui est clair, qui est latent depuis 2018, Alexis, Mmh. époque à laquelle on s'est rencontrés pour la première fois et où on a échangé, où c'était un ras-le-bol fiscal qui était exprimé. Déjà, oui. Un ras-le-bol fiscal par des taxes sur les carburants supplémentaires. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres en 2018. Moi, j'ai envie de dire attention, vigilance au gouvernement, effectivement, parce que le ras-le-bol fiscal est plus que latent. Quand vous avez déjà des énormes grands entrepreneurs comme Bernard Arnault, le patron de Michelin et d'autres qui ont leur travers sans aucun doute, peut-être on peut réfléchir aux revenus et compagnie qu'ils peuvent eux-mêmes avoir. Moi, j'ai surtout envie de parler du nombre de centaines de milliers d'emplois qu'ils créent et la richesse qu'ils créent et des impôts qu'ils paient déjà en France. Ces gens-là commencent à sonner la sirène d'alarme. Vous avez Loïc Lefebvre-Prigent, qui est un ancien patron, qui l'exprime également depuis très longtemps. Vous avez Sophie de Menton, également Le avec patron de Total avec le également, groupe qui Equity. s'est rejoint à cette fronde. Pardonnez-moi, effectivement. Et puis, vous avez aussi la naissance, donc ça c'est quand même, on va dire, l'horizon hors politique, mais politiquement, vous avez un David Lisnard qui est en train de porter une parole beaucoup plus libérale et beaucoup plus pro-entrepreneuriale et qui exprime clairement le ras-le-bol fiscal des Français. Vous avez Éric Ciotti également qui se situe sur cette même position. Vous avez Reconquête, Éric Zemmour, Sarah Knafo qui ont également la même position. Il y a des prises de conscience plus que claires lorsque vous échangez avec des parlementaires, des républicains, que ce soit Bruno Retailleau ou d'autres, vous savez très bien qu'ils ont une ligne libérale. Donc aujourd'hui, moi je pense, je ne sais pas si on peut parler de poujadisme, mais j'espère effectivement une révolution libérale dans notre pays puisqu'elle sera Mmh. salvatrice. Mais j'ai Oui. envie de vous dire, Alexis, de toute façon, subi ou choisi, nous aurons une transition libérale. Avec 3400 milliards de dettes, c'est pas possible autrement. Oui, ça paraît même inévitable et même planifié quasiment, sachant que l'ère du temps est au libéralisme avec la victoire de Donald Trump, avec Javier Milei en Argentine, sa tronçonneuse, le Doge aux États-Unis. Eux sont capables de couper dans les dépenses de l'État. Pourquoi en France ça coince? Bah, ça coince parce que je pense qu'on a un système de la fonction publique qui s'autoprotège. Et du coup, je pense que nos politiques ne sont que des pantins.
Honnêtement, j'ai aujourd'hui le sentiment que notre démocratie s'effondre et que le pouvoir de nos politiques sur la fonction publique en elle-même est extrêmement faible. Donc, soit il y a de la soumission, ou soit il y a une absence de courage. Il y a une culture anglo-saxonne qui est extrêmement claire. Lorsque le président américain arrive, il fait ce qu'on appelle un spoil system. C'est-à-dire que les 3000 dirigeants, les 3000 têtes de chaque administration, de chaque sous-préfecture, de chaque canton, est modifié, est changé. Il pose son équipe. Eh bien, en France, c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que je souhaiterais qu'il soit mis en place, par exemple, lors d'une prochaine présidentielle, c'est de se dire, voilà, on change le président de la République, mais on change également et on met à l'image du président de la République, à la tête des administrations, des gens qui sont dans la même direction. C'est ça que font en fait les anglo-saxons. C'est ça que Donald Trump fait. Et c'est pour ça qu'il a cette capacité de changement. Parce que ceux qui finalement sont dans l'opérationnel pensent la même chose et sont prêts à le faire. Ouais, nous, c'est tout l'inverse, puisqu'en réalité, le président sortant peut faire de nombreuses nominations pour des années. Emmanuel Macron qui veut, par exemple, nommer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, et ça reste le dernier pouvoir d'un président qui a perdu beaucoup de pouvoir ces derniers temps, c'est la nomination. Et tous les gens qui vont être nommés par Emmanuel Macron seront aux commandes, peu importe qui gagne en 2027. C'est un peu ça le problème en France, c'est qu'on n'a pas du tout ce spoil system. Ah oui, absolument. Et effectivement, moi, je mettrais quand même un point de vigilance à la nomination de Richard Ferrand. C'est que finalement, des anciens de La République En Marche ou Ensemble pour la République seraient majoritaires au sein de ce Conseil constitutionnel. Et au final, on appellerait ça une Cour suprême, finalement. Ah oui, on est loin effectivement de ce système de Cour suprême. En tout cas, merci beaucoup Benjamin Cauchy d'avoir été avec nous pour parler de ce budget. Et des entreprises. Il va falloir soutenir l'entreprise et peut-être changer de culture aussi au sein de notre pays qui a bien du mal et avec les économies de la dépense d'État et avec les petites entreprises. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant pour un édito sur vous aimez les insectes, et on va parler de la salade d'insectes et de cette poudre de larves qu'on veut nous vendre grâce, encore une fois, à l'Union européenne. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez le générique de Maya l'abeille. Et oui, Maya l'abeille, Willy le bourdon et peut-être Ludo le ténébrios, ce petit verre de farine qui va bientôt finir dans vos assiettes grâce à l'Union européenne. Une nouvelle loi européenne qui vient de tomber qui autorise 4% de farine d'insectes, traitée aux UV. Vous voyez, j'en perds mon latin. Tout simplement parce que une entreprise appelée Nutrière, ça fait un peu de lobbying, Nutri-Earth. C'est une entreprise française située à Carvin, dans le Pas-de-Calais, qui a levé 8 millions d'euros. Et ça, c'est payé aussi avec vos impôts. BPI-France et la région Île-Hauts-de-France fait partie des investisseurs au sein de cette entreprise qui fabrique de la farine d'insectes. Alors eux, ils appellent ça des aliments sains et éco-responsables qui sont porteurs de vitamine D3 et qui sont très bons pour la santé. Il y a depuis longtemps une campagne de propagande pour forcer les populations occidentales, on va dire, à se mettre elles aussi à manger des insectes. Et d'ailleurs, sur certaines télé ou radio, on trouve ça super cool. On écoute, c'était un reportage de 2024 sur BFM, sur un restaurant qui sert cette famille de farine et qui fait plein d'ingrédients aux insectes à Paris. On écoute. Je commence par un petit verre de farine, c'est ça ? C'est ça. C'est pas mal, c'est un petit goût de céréales, j'ai l'impression d'être au petit-déj. Oui, c'est souvent ce qu'on me dit. Cornflakes, popcorn. C'est pas mauvais, c'est surprenant. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Alors c'est une bonne bière, mais alors je serais foutu de te dire tiens oui bien sûr il y a des verres de farine dedans. Ça se sent pas du tout. C'est normal parce que les insectes ont un goût céréal. Dans la bière, c'est assez confondant. Ah oui, dans la bière, c'est assez confondant, mais dans le pain aussi, dans les gâteaux également, c'est vraiment confondant. Alors là, on a l'impression que c'est génial, c'est comme du popcorn, des céréales. Quel intérêt allez-vous me dire ? Alors, ce qui est génial, c'est que évidemment, les populations en France ou en Europe n'ont pas été consultées, pas de référendum sur est-ce que vous voulez bouffer des insectes ? Moi, j'ai fait un sondage sur X et vous êtes plus de 97% à dire non. Et d'ailleurs, il y a eu des micro-trottoirs récemment faits par BFM et ça donne ça. Le premier mot qui me vient, c'est dégoût, c'est fort, mais effectivement, je ne serai pas cliente. Ça me dérange grandement. Pour moi et ma descendance, oui.
Et oui, et la descendance. Pensez à vos enfants qui vont se retrouver dans des appartements de 9 mètres carrés à bouffer des insectes en travaillant virtuellement avec un casque de réalité virtuelle. Le futur est beau, le futur est magnifique. Mais attendez, pourquoi on fait tout ça ? Ben justement, c'est pour le futur, c'est pour sauver la planète. Si on écoute les experts, manger des insectes, ça n'a que des intérêts ultra positifs. On écoute. Il faudrait effectivement qu'on commence et qu'on continue à développer la consommation d'insectes en Occident et qu'on réduise en parallèle la consommation d'autres types de protéines d'origine animale, type protéines carnées, donc qui eux consomment énormément de ressources en eau, en espace, génèrent beaucoup de gaz à effet de serre. Oui, les rots et les pets de vache qui sont en train de nous tuer, vous le savez. Et puis cette viande catastrophique qui est en train de faire que la planète va plier sous le poids de l'élevage. Le salon de l'agriculture s'ouvre bientôt. Peut-être qu'on va retrouver NutriEarth qui aura un stand pour vendre ses insectes. Et peut-être que demain, le salon de l'agriculture s'appellera le salon des insectes, je sais pas. En attendant, il y a déjà des insectes dans les plats de cantine. Et visiblement, ça fait pas le plaisir des enfants. Vendredi dernier, il y avait eu des insectes dans des lentilles qui ont été trouvés dans le plat après être échauffés. Voilà. Et ça, les parents d'élèves n'étaient pas très contents qu'on trouve des insectes dans les plats. Le problème pour la descendance. Alors peut-être que c'est pour habituer déjà nos chères têtes blondes à manger des insectes. Et c'est vrai que, franchement, cette directive européenne, elle vient d'un lobbying intensif d'une entreprise, NutriEarth, française. Alors on peut dire Cocorico, ça va faire des emplois, qui a levé en 2024 8 millions d'euros avec l'aide de la BPI et de la région Hauts-de-France. Ça pose des questions sur la démocratie. Moi, j'aimerais qu'il y ait un référendum sur la volonté des populations d'ingérer ou non des insectes. Mais peut-être que Emmanuel Macron, qui souhaite faire un référendum, fera un référendum sur le tri du pot de yaourt. Alors maintenant, heureusement, on a une campagne pour nous expliquer comment bien trier son yaourt. On est vraiment dans un monde merveilleux, on écoute. Sauf que grand débat. Ah oui, Elsa. Mais l'opercule aussi. Alors l'opercule aussi, effectivement, la campagne va jusqu'à ce niveau de détail et faire en sorte de bien séparer l'opercule, mais mettre le pot et son opercule sans laver le pot de yaourt, parce que quelquefois il peut y avoir ce type d'interrogation. Est-ce que je dois laver mon emballage avant de le mettre dans le bac jaune ? Est-ce qu'on doit laver l'emballage avant de le mettre dans le bac jaune ? Être ou ne pas être, telle est la question. Nous sommes vraiment mal barrés, honnêtement. J'espère qu'on va tout faire pour que ces directives européennes arrêtent de nous pourrir la vie. À bientôt. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve tout de suite avec notre invité qui est Nicolas Conquer, porte-parole de Republican Overseas. Bonjour. Bonjour Alexis Poulain. Merci d'être avec nous. Alors, Donald Trump fait la une de l'actualité systématiquement. Chaque jour, 1, 2, 3, voire 4 déclarations qui font scandale. Surtout qui montrent qu'il y a une volonté de tout changer à Washington. Avec, pour commencer, le DOGE, ce Department of Government Efficiency, le département de l'efficacité gouvernementale, mené par Elon Musk et une équipe incroyable de jeunes geeks qui sont en train de couper dans la dépense d'État, en commençant par l'USAID, qui est une agence assez opaque, qui permettait aux démocrates notamment de détourner de l'argent ou de faire que l'argent des taxpayers américains était utilisé pour des ONG, des médias, dont Politico et la BBC par exemple. Qu'est-ce que ça dit en fait de cette prise de pouvoir de Donald Trump ? Il savait tout ça avant la campagne. Alors ça dit que Donald Trump, c'est le président des promesses tenues. Et à peine arrivé au pouvoir, il n'attend pas une minute, il est déjà en train de bousculer et de démanteler l'État profond. Notamment en ce qui concerne ces différentes agences gouvernementales comme l'USAID, qui est en gros une agence américaine pour le développement à l'international et qui, vous l'avez dit, est très opaque. Le montant, c'est 50 milliards de dollars. Donc c'est 1% du budget fédéral, mais l'air de rien, quand on parle de l'argent qui est celui du contribuable américain qui est envoyé à l'étranger pour des financements de projets qui sont tous plus lunaires les uns que les autres, et pétri de wokisme, c'est financer une comédie musicale en Irlande avec un air LGBT, des shows en Colombie, au Pérou, des transitions de genre au Guatemala. Au Pakistan, on avait des programmes LGBT au Pakistan, des choses... Absolument, absolument. Et en fait... ça montre que c'est devenu un État dans l'État et on peut comprendre à la hauteur des réticences qu'en ont les démocrates et les différents progressistes, voire même certains politiciens de carrière, de dire « ouh, il faut pas trop aller dans ce sujet-là », c'est qu'au contraire, il y a une véritable nécessité de rendre la transparence parce que si c'était que des donateurs particuliers, de l'argent qui était mal employé mais qui n'était pas celui du contribuable, passe encore, même s'il peut y avoir des questions sur qu'est-ce que ça vient faire, une aide humanitaire qui part à la Palestine et qui au final est captée par le Hamas,
ça pose des véritables questions de qui on vient soutenir. Mais le véritable sujet, c'est que c'est de l'argent du contribuable. Et donc, effectivement, on va tailler là-dedans en particulier, tant sur les fonds qui sont alloués que de comprendre qui est-ce que ça vient alimenter, parce que c'est une véritable vache à lait pour énormément d'activistes qui vont travailler dans ces rangs-là de par le monde. Et notamment, ça va pas juste en termes de financement des projets, c'est aussi réduire la voilure. À l'heure actuelle, il y a 14 000 employés dans cette agence qui désormais est rattachée au ministère des Affaires étrangères, le Secretary of State, qui est géré par Marco Rubio. Lui considère, il a fait la fiche de poste, son organigramme, il dit j'ai besoin de 250 personnes. Donc globalement, c'est 95% des effectifs qui sont coupés parce que on va se concentrer sur une mission qui est d'intérêt national et de s'assurer que chaque euro, chaque dollar qui est envoyé à l'intérêt, il serve l'administration et les priorités des Américains. C'est pas une histoire de politisation, c'est bien de s'assurer que ce qui est fait là est uniquement dans l'intérêt des Américains. Et on voit une levée de bouclier par rapport à ça en disant mais il va y avoir des millions de morts. La fondation Gates, par exemple, bénéficiait de l'USAID et Bill Gates, dans une récente interview chez Whoopi Goldberg, expliquait que si ça s'arrête, c'est des millions de morts. On a l'impression que derrière, il y avait quand même un système mis en place et ce que fait Elon Musk, il fait ce qu'il a fait avec Twitter quand il l'a racheté, c'est-à-dire qu'il fait des coupes drastiques et qu'il change totalement l'orientation là de l'entreprise et là avec le SID de cette structure gouvernementale. Alors pour prendre votre contre-pied, effectivement, Twitter n'a pas les mêmes enjeux qu'une structure gouvernementale qui n'a pas cette même inertie, ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même la pousser à se réformer et couper dans le gras quand c'est nécessaire. Derrière, il y a des projets humanitaires, certains qui vont paraître justifiés, mais d'autres qui sont genre juste délirants. Et là, aujourd'hui, on a un grand problème d'opacité qui appelle à ce qu'on fasse le ménage là-dedans. Et j'invite vos auditeurs à aller regarder en temps réel les efforts et les économies qui sont réalisées par le Dodge. Il y a un site qui s'appelle Dodge, DOGE-Tracker, TRACKER, qui vous montre en temps réel les économies qui sont réalisées, les projets. Et concrètement, c'est ce qu'on doit aux contribuables. Et j'attendrai à ce qu'en France et dans les autres démocraties occidentales, on soit redevable vis-à-vis du contribuable de l'argent qui en est fait et des économies qui sont réalisées jour après jour. Je trouve ça très très stimulant. Il y a une cible qui est très très élevée à 2 trilliards de dollars. Là pour l'instant ils sont à plus de 3 milliards. Donc il n'y a pas de petites économies, mais voilà, tout va venir s'ajouter. À savoir qu'on n'était pas sur le plus gros pan en fait de l'administration. On a dit que ça représente moins d'1% du budget fédéral, mais c'est très très symptomatique et symbolique. Derrière, il va y avoir une volonté de s'attaquer à des fraudes, à des prestations sociales, un peu le pendant de ce qu'a fait Charles Pratt dans ses excellents livres du cartel des fraudes, où il s'intéresse à l'ensemble de prestations qui ne devraient pas être reversées. Donc ça va être bien plus important. Mais si je reviens à ce que vous disiez sur l'USAID, il y a également des financements de médias qui sont absolument scandaleux. Absolument. Vous avez mentionné, je pense on y a dit Politico ont perçu 8 millions de dollars d'abonnements et différentes aides, subventions publiques, alors que ils avaient vraiment un boulot d'activistes. Ils ont cherché à passer à couvert l'histoire du laptop de Hunter Biden, vous savez, cette affaire de corruption ou de l'ordinateur portable du fils de Joe Biden. L'ordinateur de Joe Biden, et ils ont considéré que c'était une ingérence, une fake news, et donc ils ont passé tout ça à couvert. Mais ça va plus loin, parce que la BBC a reçu des fonds de l'USAID, apparemment l'AFP c'est à vérifier, mais 9 médias sur 10 en Ukraine sont également financés par l'USAID. Alors, on verra ce qui leur sort sur l'Ukraine, mais ce qui va être très intéressant, et notamment, j'en parlais avec Charles Pratt, il y aura intérêt de comprendre quelles sont les associations, les œuvres, bonnes ou moins bonnes en France, qui bénéficient de ces aides-là. Quelle est l'action qu'ils mènent? Est-ce qu'ils rendent des comptes? Est-ce que c'est rendu public? On a vraiment besoin de savoir concrètement vers quoi s'orienter ces fonds. Et je pense que de remettre un petit peu de ménage et de sabrer ces projets qui sont vraiment intrusifs et qui au final viennent alimenter des activistes d'extrême gauche américains n'ont que trop duré, et il est grande nécessité d'arriver à réduire la voilure dans ce domaine. Au-delà de l'USAID et du travail que fait Musk sur la réduction de la dépense, on a l'impression qu'en France, c'est un tabou de parler d'une réduction drastique de la dépense. Or, ça fait des années que je me pose la question et qu'on est des millions à se poser la question, où va notre argent? Où va l'argent des impôts? Et personne ne veut faire ce travail. On a la Cour des comptes qui fait un travail à la marge, mais cet audit nécessaire maintenant, parce qu'on se rend bien compte que l'argent n'est pas dépensé correctement. Pourquoi c'est un tabou en France?
Vous nous entendez? Il y a un tabou parce que on est dans une grave. Oui, je vous entends, pardon. Est-ce que vous m'avez trouvé? On est dans une grave crise en fait de cet système administrativo-bureaucratique dans lequel on produit des textes de loi, de réglementation, de régulation qui font de nous la risée sur la scène internationale. Je le publiais dans une tribune dans le Figaro Vox où aux États-Unis, il y a un mantra qui dit en Chine, ils copient, ils imitate, Europe regulates, America innovate. Et en fait, on en est réduit à faire de la régulation parce qu'il y a une bureaucratie qui nous étouffe et qui est tout sauf un facilitateur. De fait, et ça crée une véritable opacité pour n'importe qui s'est plongé dans un texte de loi. Ouais. On en ressort avec une grosse migraine. Il y a une véritable simplification et aussi de sortir de ce jargon qui rend ce système complètement imperméable à qui serait étranger et qui en fait une thématique d'experts qui vivent que par ça et pour ça, et d'où l'inflation considérable du Code du travail et d'autres dispositifs réglementaires au-delà de ça, qui sont que des protections. L'inflation administrative aussi. Peut-être que si on fait au prorata le nombre de fonctionnaires par rapport aux habitants français, c'est encore un autre problème si on compare avec l'État fédéral américain. Oui, et malgré ça, l'État américain a proposé un plan de départ volontaire pour les agents fédéraux qui ne souhaitaient pas retourner travailler, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mauvaises habitudes qui se sont implantées. Aujourd'hui, c'est à peine 6% des employés fédéraux qui vont de manière présentielle au travail. Alors si déjà c'était un problème dans l'industrie privée, je peux vous dire que dans le gouvernement, je suis pas sûr que les gens soient contrôlés, voire même qu'ils existent, ils perçoivent juste leur salaire. Et donc, Donald Trump a proposé un plan de départ auquel, à ce stade, 50 000 ont déjà accepté, ce qui montre que ils vont peut-être aller convoler vers d'autres cieux, mais ils ont le sentiment de vrai pour une administration qui ira dans leur sens, mais qu'il faut également aussi se sortir du dogme de cette fonction publique qui ne fait que s'engraisser comme le mammouth, comme on le désigne, et qui a une nécessité de se poser la question de la pertinence de ces différents emplois. Je pense que cette sécurité de l'emploi, elle vient pas compenser un mal-être au travail. Si au final vous êtes, comme on appelle, un bullshit job, et là c'est un temps dans le privé que dans la fonction publique, si vous n'avez pas de satisfaction, de sentiment de contribuer au bien commun, ou de développer quelque chose, ou de produire quelque chose de manière concrète, vous n'en êtes pas plus heureux. Donc parfois, peut-être une sécurité de l'emploi peut-être venir compenser par un attrait et un regain d'intérêt dans un nouveau travail. Et je pense que ça fait partie tant des réformes, tant sur les conventions, les normes et les régulations, que sur des effectifs qui sont surnuméraires et sur lesquels c'est une certaine manière d'acheter une forme de paix sociale, mais qui se paye sur le prix du contribuable. Oui, qui se paye cher, mais peut-être aussi, alors pour être avocat des services publics, ce traitement de choc risque d'être un peu radical, et risque de bouleverser aussi l'État américain profondément, notamment sur la scène diplomatique. Oui, sur la scène diplomatique, là il y a effectivement, c'était notamment dans les agences de renseignement sur lesquelles il y a ce même plan de départ qui a été proposé. Vous avez jamais 100% des effectifs qui vont partir. La question, lorsque vous organisez ces plans de départ volontaires, c'est est-ce que vous gardez les plus mauvais, est-ce que c'est les meilleurs qui partent? Ça, c'est une autre question, mais ça montre aussi cette volonté d'arriver à lancer un nouvel élan et que vous puissiez réformer, et que c'est le propre de tout nouveau changement. L'enjeu aux États-Unis, c'est que comme on appelait ça en France l'UMPS pendant un moment, c'est que il y a le uniparty, c'est-à-dire que vous soyez de gauche ou de droite, il y est pas c'est pas une alternance. Vous êtes pas élu, mais vous êtes là. C'est Washington, ouais. On va marquer une courte pause, Nicolas Conquer. On va se retrouver dans un instant pour parler justement de diplomatie et des dernières déclarations de Donald Trump et de la guerre, bien sûr, commerciale qu'il entend mener avec la Chine, le Canada et bientôt l'Union européenne. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité Nicolas Conquer, porte-parole de Republican Overseas, pour parler des premières semaines de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et on peut dire que ça décoiffe compte tenu du nombre de déclarations importantes. Un des sujets clés, c'est la guerre des taxes de protectionnisme, tarifs, des taxes à l'export que Donald Trump veut imposer au Canada, à la Chine et prochainement à l'Union européenne. On a l'impression que d'un seul coup, les gens découvrent, particulièrement en Europe, que Donald Trump va mettre en pratique ce qu'il avait dit, alors qu'ils auraient pu se préparer déjà pendant la campagne. C'est étonnant quand même, ce retard à l'allumage. Ah oui, alors que Donald Trump est un peu plus transparent, il avait annoncé son jeu, il avait dit qu'il referait de ces barrières douanières
une manière de renforcer l'industrie américaine, de venir compenser les déficits commerciaux et d'absorber le déficit de la dette américaine. Il l'a joué franc jeu de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, c'est des choses qui avaient déjà cours avant qu'il arrive, hein. C'est important de le rappeler, qu'il y avait déjà des sanctions douanières qui avaient été mises au profit de la Chine durant son premier mandat. Elles ont été maintenues sous l'administration Biden. En ce qui concerne le Mexique et le Canada, parce que c'était donc les premiers visés, qui sont certes des alliés, mais sur lesquels il y a eu des problèmes de fond, notamment une crise migratoire qui a pu prospérer et aussi des atteintes sur la sécurité nationale avec de l'afflux massif de drogue comme le fentanyl qui cause jusqu'à 100 000 morts par an. Donc Donald Trump a cherché à utiliser ça comme un outil de négociation. Et je vous la fais courte, mais alors qu'on nous annonçait une guerre commerciale, ça s'est fini en même pas 24 heures. Ils ont obtenu un accord commercial avec le Canada, avec le Mexique et dans la foulée même avec Panama pour arriver à obtenir des contreparties, des concessions. Et là, ça a différé sur une durée de 30 jours. Donc encore une fois, on nous annonce le pire systématiquement. Quand on garde un peu la tête froide, on sait qu'il y a une volonté de négocier et d'obtenir des résultats. Donald Trump a dit: j'ai une question avec un afflux massif de migrants qui date de l'ère Biden et il faut que vous sécurisiez la frontière. Les Mexicains ont déployé 10 000 militaires à la frontière et on a un sujet avec la drogue et donc là aussi il faut arriver à sécuriser. Donc je pense que ça montre qu'il y a une volonté de ne pas se faire abuser dans ces relations commerciales par des partenaires économiques. Mais l'Europe, qui est aussi prochaine sur la liste, hein, il a clairement et nommément parlé des voitures européennes, alors que l'Europe n'importait pas de voitures américaines. Quelle peut être la réponse de l'Europe, sachant que les dernières déclarations, c'est oui, l'Europe doit réagir, mais le temps de réaction, c'est pas 30 jours en Union européenne, c'est beaucoup plus long. Non, mais l'ennui, c'est que Donald Trump, il est là pour un mandat et qu'on n'a pas le temps, en fait, de jouer l'immobilisme et l'attentisme. Il y a des sanctions, c'est à voir si on sait réagir. Et je pense qu'en cas de nécessité, on l'a montré, on a su le montrer dans le passé, on est incapable de prendre des décisions. On n'importe pas de voitures américaines. Il faut simplement rappeler que les droits de douane sont 4 fois plus importants sur les voitures américaines que dans le sens inverse. Il y a beaucoup de voitures allemandes qui sont exportées et importées donc sur le territoire américain. Donc encore une fois, est-ce que Donald Trump, lui, va juste accepter que notre industrie européenne soit déversée et faire un câlin gratuit, ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir une approche de dire il faut arriver à s'entendre? Il y a un déficit assez important des US, des Amériques vers l'Europe, et donc il essaye de, encore une fois, revitaliser son marché national, tant par des mesures douanières que par aussi une fiscalité incitative qui désormais pousse beaucoup d'industriels, entrepreneurs à aller s'installer aux États-Unis parce qu'ils sentent qu'il y a un vent de liberté, d'optimisme. Bernard Arnault le disait, mais également d'autres industries, tant dans l'aviation, potentiellement, vont également... Enfin, l'industrie en général. Ouais, on voit l'Europe qui dévisse, hein, regardez l'état de la France qui parle encore de nouvelles taxes contre les entreprises, alors qu'aux États-Unis, on voit bien que c'est tout l'inverse et ça risque d'être assez sévère, hein, pour l'économie européenne, encore une fois. Pour terminer, on va parler aussi de la diplomatie Trump. Ces dernières annonces sur Gaza ont été largement commentées. C'était la méthode Trump, encore une fois, faire de la provocation, mettre les pieds dans le plat, mais en même temps dire des choses qui sont condamnables en termes de droit international, hein, le déplacement de population notamment. Est-ce que c'est là encore une méthode pour provoquer et arriver à une réaction de la communauté internationale ? Alors, je ne vais pas commenter les déclarations, moi je vais surtout juger au résultat. Donald Trump, c'est celui qui, durant son premier mandat, a abouti à un accord qui était le plus important accord en matière de paix dans le Moyen-Orient de l'ère moderne, avec les accords d'Abraham. Là, on est dans une phase sur laquelle, entre-temps, il s'est passé le 7 octobre, il y a une tension sans précédent et une guerre qui est en train de se dérouler, et je pense qu'on se dirige vers une nouvelle version améliorée encore de ces accords d'Abraham qui vont se dérouler sous le mandat de Donald Trump, qui va arriver à un accord de paix. Et je pense qu'effectivement, c'était important qu'il puisse secouer cette communauté internationale et également qu'on ait une personnalité comme Donald Trump qui, comme on dit en anglais, il think out of the box. Il arrive avec des solutions novatrices. Je ne dis pas que c'est une validation de ce projet-là, mais qu'il y ait une nécessité de faire s'asseoir les différents acteurs autour de la table et que je lui fais confiance parce que désormais, on voit que différents chefs d'État sont en train de se bousculer pour favoriser cet accord diplomatique. Et le nouveau responsable de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a obtenu des accords en ce sens. Il y aura un excellent ambassadeur qui sera également en Israël, un ancien gouverneur.
Donc je pense que ça va également pouvoir contribuer à stabiliser la région et c'était ô combien nécessaire quand on a vu comment ça s'est embrasé sous la dernière administration. Ouais. Et l'autre dossier brûlant sur le bureau de Donald Trump, c'est l'Ukraine. En un mot, il y a eu une fuite dans le Daily Mail du soi-disant plan de Trump. On se retrouve avec finalement les Européens qui vont payer la facture. Bon, déjà, on croise les sources, ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est on va s'appuyer sur les déclarations qui viennent de sa porte-parole. Mais en ce qui concerne l'aide qui a été apportée à l'Ukraine, du moins en ce qui concerne le contribuable américain, il y a clairement une volonté à ce que celle-ci puisse être remboursée auprès des contribuables en matière après d'accords, de contreparties, de concessions qui seront apportées et voire même de participation à la table des négociations. On verra un peu comment ça se dessine. Je ne m'appuierai pas uniquement sur le Daily Mail qui, quand même j'aime le lire, est parfois assez sensationnel. Très bien, merci beaucoup Nicolas Conquer, porte-parole de Republican Overseas, d'avoir répondu à nos questions sur ces premières semaines de l'administration Trump. On va suivre bien sûr les développements cette année. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et se retrouver avec notre invité à 13h qui sera Nicolas Bay, député ECR, pour parler justement de l'Europe et de sa réponse face aux ingérences étrangères et surtout face à l'économie. Où va l'Europe dans un instant? Et si vous souhaitez réagir, 0826 300 300 sur Sud Radio. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve pour une heure encore jusqu'à 14h avec notre invité Nicolas Bay, député européen ECR, pour parler encore d'Europe. On en parlait avec la farine d'insectes, on en parlait avec la guerre à l'import de Trump et on va en parler avec vous Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors l'Union européenne en ce moment, on a l'impression qu'elle cherche ses marques, ça paraît compliqué et qu'elle a un temps de retard, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur la régulation des réseaux sociaux. Nathalie Loiseau, par exemple, vient d'être élue à la tête d'une commission du Parlement européen sur le bouclier démocratique européen. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette fameuse commission? Oui, malheureusement, le Parlement européen a tendance, les institutions européennes en général ont tendance à toujours créer des groupes de travail, des commissions, des sous-commissions, etc. Et souvent, elles apportent essentiellement la démonstration d'une forme d'inutilité et surtout d'impuissance. Et je pense que c'est le problème de fond. Souvent, on se demande, légitimement, les Français se demandent, mais finalement, ces institutions européennes, à quoi elles servent? Et au départ, il y a l'idée, qui est plutôt une bonne et une saine idée, que en agissant de manière collective à l'échelle continentale, dans la compétition des grands ensembles au niveau mondial, eh bien, on peut peser collectivement et on peut difficilement peser individuellement comme nos nations, la France, l'Espagne, les grandes nations européennes pouvaient peser dans le passé. Ouais. Et finalement, on s'aperçoit qu'au gré de la construction européenne, depuis maintenant un peu plus de 60 ans, depuis le traité de Rome, eh bien, plus on va loin dans le fédéralisme, plus on va loin dans ce qu'ils appellent l'intégration européenne, on est même un peu au-delà du fédéralisme, on est presque dans une espèce de logique de jacobinisme bruxellois, d'État unitaire européen. On est au-delà du fédéralisme. Dans l'esprit de Mme von der Leyen, la Hongrie de Viktor Orban ou l'Italie de Giorgia Meloni doit avoir moins de pouvoir que n'en a un État, la Californie ou le Texas aux États-Unis. Bon. Donc, plus on va loin dans ce schéma du fédéralisme et de l'unification, eh bien, puis l'Europe se révèle inefficace et impuissante, l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que ce que nous portons au sein du groupe des conservateurs et réformistes européens, avec Giorgia Meloni, avec tous ceux qui sont au pouvoir, on a 5 de nos alliés qui sont au pouvoir dans leur pays, eh bien, c'est une vision de l'Europe différente, c'est-à-dire beaucoup plus d'intergouvernemental, des coopérations qu'on ne fait pas nécessairement à 27, pas besoin de tout faire à 27, qui est l'obsession de l'Union européenne, des coopérations efficaces qui répondent à nos besoins et qui nous permettront d'être beaucoup plus rapides, plus agiles. Les crises aujourd'hui auxquelles nous sommes soumis, que ce soit la crise financière en 2008, que ce soit la crise migratoire en 2015 et qui continue d'ailleurs depuis, ou même la crise sanitaire, voilà, tout ça, ça nécessite de l'agilité.
tout faire à 27 de manière intégrée avec la Commission européenne qui n'a pas de légitimité, souvent, eh bien, ça aboutit à l'impuissance parce qu'on n'est pas capable d'aller vite. On n'est pas capable d'aller vite et d'être agile. Donc, pour aller vite et être agile, eh bien, il faut que ce soit l'intergouvernemental qui prime. Et puis, certaines coopérations peuvent se faire à 2, à 4, à 6, à 8 et pas tout nécessairement à 27 heures. Pour répondre, excusez-moi de cette introduction qui était un peu longue, mais pour répondre à votre question, le bouclier démocratique qu'ils veulent mettre en place, c'est en réalité, ils sont obsédés par l'ingérence, la prétendue ingérence, c'est-à-dire le risque que des puissances étrangères, que ce soit des États, que ce soit des puissances économiques, et évidemment dans leur ligne de mire, il y a Elon Musk et X, puissent intervenir dans les processus démocratiques au sein des États membres. Voilà. Et donc, en fait, ils veulent mettre en place une commission qui analyse les ingérences. Voilà. Il y a une question qu'on peut se poser, d'ailleurs, c'est qu'est-ce que c'est qu'une ingérence ? Parce que quand la quasi-totalité de la presse française, pendant des mois, nous explique que Kamala Harris est formidable et que Donald Trump, ce serait la catastrophe. Est-ce que c'est de l'ingérence dans le processus démocratique qui a lieu outre-Atlantique? Ça va au-delà, parce que Libération, par exemple, recevait de l'argent de Meta pour faire du fact-checking. On se rappelle de ces affaires de fact-checkers. La Fondation Soros, qui est présente un peu partout. Nathalie Loiseau, à la tête de cette commission, fait partie de cette galaxie des fondations Soros. Et pour l'Europe, pour les responsables eurocrates, ça, c'est pas de l'ingérence. Exactement. En fait, on voit bien que l'ingérence, c'est comme l'état de droit. C'est des concepts qui sont un peu fumeux, dont qu'ils imposent dans le débat, qu'ils veulent s'approprier, et ce qui leur permet de définir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et finalement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté dans les institutions européennes très marquée de réduire les libertés. Réduire les libertés des nations, que les gouvernements aient le moins de pouvoir possible et qu'ils soient le plus contraints par le carcan bruxellois, et le moins de liberté individuelle. Et en réalité, ils ont compris une chose, c'est que d'abord, les médias, longtemps, il y avait moins de médias, ils étaient moins variés, ils étaient moins accessibles, parce que ça passait uniquement par les ondes de la radio, de la télévision, et il n'y avait pas les supports numériques. Et donc, il y avait d'une certaine manière un contrôle, le système avait une forme de contrôle des médias. Aujourd'hui, il y a une prolifération de médias. Sud Radio en est un exemple, des médias qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus variés. Ça contribue évidemment à la qualité du débat démocratique, à la diversité des opinions, de surcroît, les supports numériques et les plateformes numériques permettent d'avoir un accès très facile, instantané, gratuit ou quasiment gratuit, à de l'information, et donc ils perdent le contrôle sur tout ça. Et donc aujourd'hui, on voit bien, il y a une volonté d'empêcher que les plateformes numériques soient des espaces de liberté totale, d'empêcher que Mais de revenir sur des résultats électoraux. On a vu ce qui s'est passé en Roumanie, et maintenant la terreur qui plane en Allemagne parce que Elon Musk a mis le projecteur sur l'AfD, et c'est la panique. Exactement. C'est-à-dire, et on voit derrière tout ça que, en réalité, ils ne supportent pas l'idée que les électrices et les électeurs puissent choisir librement. Ils veulent absolument... Quand vous dites « ils », c'est qui? C'est difficile à définir. C'est en réalité ceux qui sont au pouvoir ou essayent de s'y maintenir ou aspirent à y revenir. Mais on voit bien, quand on parle au niveau européen de ceux qui sont au pouvoir, c'est cette espèce de bloc, cette coalition composée du PPE, c'est-à-dire la fausse droite, des socialistes, c'est-à-dire la vraie gauche, et du bloc central libéral macroniste qui se situe entre les deux. Voilà. Mais vous parliez de la Roumanie, c'est un très bon exemple. Vous avez un candidat, semble-t-il, soutenu par la Russie, ça semble avéré, qui a bénéficié d'un soutien actif sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, des campagnes de promotion qui ont sans doute été menées par l'extérieur. C'est pas... Alors, apparemment, sur une enquête, c'était le parti au pouvoir qui faisait monter cet opposant pour faire baisser les autres opposants. C'est possible, il y avait peut-être une tactique... Et donc, la Russie, c'est pas avéré là-dessus. D'abord, c'est pas établi parce qu'il n'y a pas d'enquête, mais de ce qu'on perçoit, on peut se dire, en effet, il y a peut-être des puissances étrangères, la Russie, qui essayent de se faire entendre dans le débat, mais à un moment donné, ce sont des électrices et des électeurs en Roumanie qui ont fait un choix démocratique. Et faire croire aux gens que
n'importe quel électeur roumain de n'importe quel âge a été hypersensible à tel ou tel message qu'il a vu sur TikTok, c'est quand même se moquer du monde. Il y a en Roumanie, comme en France, une diversité de médias, de supports numériques, un accès facile à l'information, et donc chacun peut se faire sa propre opinion, et en général d'ailleurs, chacun se fait pas sa propre opinion dans les tout derniers jours d'une campagne électorale. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, et c'est les règles du jeu des campagnes, en plus, utiliser tous les moyens de propagande possibles. Oui, et puis les campagnes électorales sont très encadrées, c'est vrai, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je veux dire, la Roumanie, on n'est pas au fin fond d'un pays d'Afrique peu développé. La Roumanie, il y a des règles sur le financement des campagnes électorales, des règles de distribution du temps de parole médiatique avec un encadrement strict, enfin comme on le connaît nous en France. Donc voilà, tout ça est très encadré, normé, et donc la campagne s'est faite en respectant absolument toutes les règles légales, et donc c'est un véritable coup de force et un coup d'État d'annuler purement et simplement les résultats de l'élection avec de nouvelles élections qui ont été convoquées au mois de mai. Mais c'est pas le fait de l'Union européenne, puisque c'est une Cour suprême en Roumanie qui l'a fait. C'est 9 juges contre des millions d'électeurs. Non, mais ça il y a une réalité, c'est que malheureusement, l'Union européenne a des défauts, mais il faut y assurer. Il y a beaucoup des choix politiques qui sont faits, ils sont pas forcément faits à Bruxelles. On le voit tous les jours en France. En France, parfois, on a des mauvaises décisions qui sont prises à Bruxelles. Nous, on essaye, à notre niveau, modestement, d'empêcher l'inflation des normes, des taxes, des impôts. Mais si on veut être tout à fait honnête, souvent, l'État français, le gouvernement macroniste actuel, ou les précédents, eh bien, ajoutent des règles supplémentaires, des mauvaises décisions aux mauvaises décisions qui sont déjà prises là-haut. Et donc, tout n'est pas de la faute de Bruxelles. Il y a souvent une amplification, même, il faut bien le dire, la fameuse surtransposition dont on parle souvent, c'est-à-dire que quand les règles européennes nous sont déjà défavorables, vous avez en plus le gouvernement français qui ajoute des règles qui nous sont encore plus défavorables et qui, au-delà, non seulement ont subi une concurrence déloyale parfois au niveau international, mais en plus, on en subit une à l'intérieur de l'espace européen. Par exemple, avec le marché unique, le prix de l'énergie. Par exemple, ou même sur toutes les normes agricoles. Par exemple, on va en parler. On va marquer une courte pause et puis on va reparler des normes européennes. On va parler aussi de cette démocratie européenne dont on ne sait pas trop où elle se trouve. 0826 300 300 si vous souhaitez poser des questions, réagir au standard. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant avec notre invité. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité Nicolas Bay, député européen ECR, vice-président du groupe au Parlement européen. On parlait de démocratie justement et on se pose souvent la question de cette démocratie européenne. À quoi sert le Parlement européen ? Écoutez, en fait, la question plus large, c'est à quoi servent les institutions européennes. Est-ce qu'il est utile d'organiser à l'échelle européenne un certain nombre de politiques ? C'est ça la question. Moi, je crois que oui. Je pense qu'il est utile d'avoir des coopérations européennes. Je pense que dans la compétition mondiale, on a besoin d'avoir des politiques qui sont menées à l'échelle européenne. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tout doit passer par des institutions européennes. On pense souvent dans des réussites européennes industrielles. Par exemple, on pense à Ariane Espace ou à Airbus. Ça ne doit rien à la Commission européenne. Et je dirais même que si la Commission européenne s'en était mêlée, elle aurait empêché la constitution de monopoles et ça n'aurait pas pu voir le jour sous cette forme-là. Donc c'est souvent d'ailleurs plus des coopérations intergouvernementales qui se sont révélées performantes pour faire rayonner l'Europe et faire rayonner notre civilisation et la propulser, la projeter dans l'avenir en la plaçant en position de force dans la concurrence mondiale. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a dans les institutions européennes, c'est que vous avez 3 principales institutions. Le Conseil, composé des chefs d'État, de gouvernement et des ministres, c'est une instance qui est démocratique au sens où ce sont des chefs d'État et de gouvernement qui représentent, qui ont la légitimité démocratique. Et encore, beaucoup de décisions se prennent quand même à l'unanimité, ce qui permet de respecter les souverainetés nationales. Vous avez le Parlement européen, qui est composé de députés élus au suffrage universel direct à proportionnelle intégrale dans chaque État membre, au prorata de son poids numérique et de sa démographie, de sa population. C'est une instance qui a aussi une légitimité démocratique. Le problème, c'est que la Commission européenne, qui est composée de 27 commissaires, personne ne les a élus, personne ne les connaît, un sombre mercato entre les principaux chefs d'État et les partis les plus importants et les partis, aboutit à désigner la présidente de la Commission européenne dans le dos des peuples. Et
cette commission qui a le moins de légitimité démocratique, c'est elle qui a le plus de pouvoir, puisqu'elle a l'exclusivité de l'initiative législative. C'est pas le cas, par exemple, pour un gouvernement en France. En France, le gouvernement peut faire des projets de loi, mais le Parlement peut faire des propositions de loi. Il y a une initiative législative qui est partagée. Dans les institutions européennes, le système a été fait de manière telle que seule la Commission peut prendre l'initiative. Le Parlement, ensuite, peut retravailler le texte, mais c'est la Commission qui a la main initialement. Ensuite, son pouvoir est très important parce que dans la navette législative, qu'on pourrait, comparer à la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat, entre le Parlement et le Conseil, eh bien, il y a ce qu'on appelle la discussion interinstitutionnelle, ce qu'on appelle les trilogues au quotidien, c'est-à-dire que la Commission intervient à nouveau. Donc, elle prépare le texte en amont. Ensuite, s'il est modifié par le choix démocratique du Parlement et du Conseil, elle peut malgré tout faire à nouveau entendre sa voix et modifier. Et enfin, elle a le pouvoir considérable, une fois que le texte a été adopté, de contrôler l'application et la traduction en droit national par les États membres. Et enfin, pour couronner le tout, et malheureusement grâce au traité de Lisbonne, qui était en fait le remake du traité constitutionnel qui avait été rejeté par voie démocratique, par référendum, eh bien, elle est garante des valeurs de l'Union, ce qui lui permet d'intervenir dans tous les domaines où normalement l'Union européenne n'est pas compétente. Parce qu'il y a quand même une chose, c'est que les traités européens disent il y a les compétences européennes, par exemple la politique commerciale, parce qu'on est en marché unique, etc. Il y a des compétences partagées, c'est-à-dire par exemple le contrôle des frontières, c'est des prérogatives nationales, mais les États peuvent demander l'aide de l'Union européenne. L'Union européenne se révèle très inefficace d'ailleurs. Et puis il y a tout le reste qui sont des compétences nationales. Et quand par exemple Viktor Orban en Hongrie ou Giorgia Meloni en Italie, veut en finir avec la propagande LGBT dans les écoles et prend un certain nombre de mesures, on est en compétence nationale stricte. L'Union européenne, normalement, n'a rien à dire. Pourquoi elle intervient, elle interfère, elle fait du chantage, des menaces, y compris du chantage financier? Eh bien parce qu'elle se considère comme garante des valeurs, et au nom des valeurs, elle intervient dans tous les domaines où elle ne devrait pas intervenir. Et on voit d'ailleurs là la gravité d'une décision qui avait été présentée comme symbolique de Jacques Chirac il y a quelques décennies maintenant, quand il avait refusé que dans les textes fondateurs de l'Union européenne, on indique les racines chrétiennes. Tout le monde avait dit oui, c'est pas la peine, c'est pas utile, ce serait purement symbolique. En fait, on s'aperçoit que c'est pas justement purement symbolique. Une fois que les valeurs sont pas définies, que on n'a pas défini l'Union européenne comme une communauté de civilisation, eh bien, ce sont d'autres valeurs et souvent des fausses valeurs, désincarnées, théoriques ou de circonstances, eh bien, qui remplacent ce qui devrait fonder un vrai projet entre nos nations et nos peuples. Ouais, le projet qui a du plomb dans l'aile, qui est compliqué à tenir. Prenons un exemple concret sur l'absence démocratique en Europe. Je parlais dans mon édito de cette directive des 4% de farine, de verre, d'insectes qui vont arriver dans la farine, la bière, la pâtisserie, etc. Est-ce que ça a été discuté, ne serait-ce qu'au Parlement européen ? Parce qu'en réalité, il suffit d'un lobbying d'une entreprise qui s'appelle NutriEarth, qui a dit ce serait bien de faire un truc pour que j'ai un marché, et hop, ça passe. Mais là, si on demandait au peuple ce qu'ils en pensent, je pense que la réponse serait non. Et est-ce que vous, au Parlement européen, vous en avez discuté ? Alors, en réalité, j'ai pas en tête ce texte précis au Parlement, mais de toute façon, s'il y a une directive européenne, il y a toujours eu en amont un texte qui est passé par le Parlement. D'accord. Et le Parlement, il peut faire des modifications, mais c'est le Conseil qui, à la fin, a le dernier mot. Ouais. Les lobbies ont un pouvoir considérable. Et dans l'espèce d'opacité de la grisaille bruxelloise, eh bien, ces lobbies très puissants interviennent eux aussi à tous les étages de la construction des textes. Et tout ça, c'est vrai, se fait. C'est pas que c'est caché, c'est que des milliers de textes, parce que l'Union européenne passe son temps à créer des textes, des normes toujours plus importantes. Eh bien, dans ce flot incessant, évidemment, les citoyens ne s'y retrouvent pas. Et je vais vous dire, même les députés européens, on est amenés à travailler dans un certain nombre de commissions, sur un certain nombre de sujets. Et par définition, on ne peut pas couvrir absolument tout ce qui se passe. Et souvent, d'ailleurs, la Commission européenne prépare des textes qui passent presque subrepticement au Parlement européen. Et puis, il y a aussi beaucoup de domaines où la Commission européenne peut, et là aussi, c'est parce que les textes européens sont mauvais, peut agir directement sans même avoir la validation. Par exemple, sur les accords de libre-échange, dont on sait qu'ils créent une concurrence déloyale, qui peut tuer... voilà, c'est l'exemple tout récent, c'est le Mercosur. Vous avez les États membres qui, pour beaucoup, et pas les moindres, la France, l'Italie, etc., qui ont compris que ça allait tuer notre agriculture et qui disent non.
vous avez le Parlement européen qui n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer, et vous avez la Commission européenne qui passe en force, Ursula von der Leyen qui file à Montevideo et qui dit on met en place, et ils peuvent, parce qu'ils peuvent aujourd'hui, ce qui est scandaleux, mettre en place de manière temporaire un accord de libre-échange et qu'il soit ratifié ensuite plus tard par le Parlement européen et par les parlements nationaux. Il y a plus scandaleux. Vous parliez de la crise sanitaire tout à l'heure. Ursula von der Leyen qui signe des contrats avec Albert Bourla, patron de Pfizer, avec ces fameux SMS. Il y a des procès en cours, c'est un déni de justice incroyable. On a des milliards d'euros dépensés dans des millions de doses qui finissent à la poubelle. C'est de l'argent du contribuable européen. Et pourtant, le Parlement européen renouvelle sa confiance à Ursula von der Leyen. Et il y a des gens qui avaient voté au sein du Parlement pour que les contrats entre la Commission et Pfizer ne soit pas rendu public. Absolument, c'est-à-dire que le système se protège lui-même. C'est du déni, ça. Exactement. Ursula von der Leyen a profité de la crise sanitaire pour s'arroger une compétence qui n'est absolument pas une compétence d'une européenne en matière de santé. D'ailleurs, il y a un certain nombre de pays qui ont refusé ça. Je vous rappelle que la Hongrie, par exemple, a acheté ses propres vaccins, qui étaient en l'occurrence pas des Pfizer, et n'a pas voulu rentrer dans le schéma européen. Bon. Et ensuite, une fois qu'elle a fait ça, dans des conditions en effet pour justifier l'opacité, on a expliqué qu'on était dans l'urgence, précipitation, et du coup, tout se passe de manière totalement opaque. Il y a des mécanismes d'ailleurs qui sont en place là aussi à cause des traités européens et qui sont absolument scandaleux, qui permettent de préserver le droit des affaires, notamment, durablement une opacité absolue. Même les députés européens que nous sommes, il y a un certain nombre de textes auxquels qu'on ne peut pas consulter. Et si on les consulte dans certains cas particuliers, on n'a pas le droit ni de prendre des photos, ni d'obtenir les montants exacts. C'est-à-dire qu'on a des textes qui sont raturés, avec des informations capitales qui sont masquées. Sûr, et donc souvent, ces textes qui n'ont aucun intérêt, parce que même pour nous, ils sont inexploitables. Voilà. Et nous, au moins, on a la possibilité quand même d'essayer d'aller récupérer les textes, ce que les citoyens ne peuvent même pas faire. Voilà. Et comme Ursula von der Leyen s'appuie sur un bloc, il faut bien le dire, un bloc qui est constitué, je le disais tout à l'heure, il y a un bloc majoritaire au Parlement européen. Tout le monde dit toujours, ah ben non, mais c'est une logique de compromis, parce que comme c'est un Parlement à la proportionnelle, il n'y a pas de majorité. Si, il y a une majorité qui a toujours fonctionné en majorité, et on essaye d'ébranler ce système aujourd'hui, entre le PPE, les socialistes et les libéraux qui sont où siègent les macronistes. Bon. Eux tous, ils arrivent à avoir une majorité absolue dans l'hémicycle. Sur 720 députés, ils ont plus de 360 députés, donc une majorité absolue. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que notre groupe ECR et un certain nombre d'autres groupes d'ailleurs, s'ils s'allient avec le PPE, eh bien, peuvent dégager une majorité de droite au Parlement. On a obtenu des petites victoires. Elles sont pas encore spectaculaires, mais elles ont aussi une valeur de symbole. Par exemple, sur le Venezuela et le scandale de l'extrême gauche qui se maintient au pouvoir contre les urnes. Plus récemment, on a obtenu l'adoption d'un amendement pour protéger les chrétiens d'Irak, etc. Alors, évidemment, on n'est pas sur du texte législatif dur, mais ça montre qu'on peut constituer dès aujourd'hui, avec les équilibres actuels, une majorité de droite au Parlement européen qui pourrait infléchir. Et je prends un exemple très concret qui sera parlant pour ceux qui nous écoutent. Sur le Green Deal, c'est-à-dire le pacte vert, des normes environnementales délirantes qui tuent notre industrie, qui tuent notre agriculture, eh bien, le PPE a manqué totalement de courage. Ils ont voté 32 des 34 textes du pacte vert sous la précédente mandature. Eh bien, aujourd'hui, si la droite était un peu courageuse et si elle écoutait un peu ses électeurs, elle pourrait, dans une alliance des droites au Parlement européen, avoir une majorité absolue pour rejeter les autres textes du pacte vert. Du Green Deal. On va marquer une courte pause et puis on viendra sur justement le salon de l'agriculture qui va bientôt ouvrir, et l'Europe et l'industrie et l'agriculture. À tout de suite sur Radio Radieux. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Nicolas Bay, notre invité, député européen ECR, pour parler de cette Union européenne, du déni démocratique et aussi de la question de l'ingérence. On en parlait tout à l'heure avec cette commission sur les ingérences tenue par Nathalie Loiseau. Vous avez été accusé, pointé du doigt, d'ingérence de collusion avec la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous nous expliquez quelles étaient ces accusations? Oui, vous savez, dès qu'un certain nombre de députés européens considèrent utile, dans le cadre de leur mandat, et ça a été mon cas, de se rendre dans des pays qui peuvent être des partenaires, qui peuvent être des concurrents, avec lesquels on peut avoir des intérêts parfois convergents, parfois divergents, immédiatement,
on a la sentence qui tombe, vous n'avez pas le droit, il y a les pays autorisés et les pays interdits. Voilà. Moi, je pense que si on avait été capable de garder le dialogue, de ne pas s'enfermer dans la spirale des sanctions à l'égard de la Russie, on n'aurait peut-être pas la guerre en Ukraine aujourd'hui. Voilà, je suis lucide, je considère pas que Vladimir Poutine est un enfant de cœur, je condamne sans réserve l'agression militaire contre l'Ukraine, mais pour autant, je pense qu'il y a une démarche diplomatique qui a sans doute été très mal menée ou pas menée du tout par les institutions européennes, et ça a aussi contribué à la guerre en Ukraine. Voilà, on aurait fait respecter les accords de Minsk et on n'aurait pas, par les sanctions européennes, on se serait pas tiré une balle dans le pied en jetant d'ailleurs au passage la Russie dans les bras de la Chine, on n'en serait sans doute pas là. Ouais. Voilà. Mais on voit bien que les mêmes à qui ça pose aucun problème que les députés européens aillent multiplier les contacts, et plus que des contacts avec certains pays très contestables, comme le Qatar, on se souvient, voilà, le Qatargate, avec des députés, des sacs de billets des députés socialistes, grecs, italiens et belges, qui nous faisaient des leçons de droits de l'homme toute la journée dans l'hémicycle du Parlement européen. Moi, au début de mon premier mandat, je me souviens de monsieur Tarabella, qui est mis en cause dans cette affaire, qui est un socialiste belge, me hurlant dessus en me traitant d'homophobe parce que j'ai exprimé un certain nombre de critiques ou de réserves sur un nouveau texte où j'expliquais qu'il fallait promouvoir les droits des LGBT, etc. Bon, voilà, ces gens-là nous faisaient la morale toute la journée, et on s'est aperçu en effet qu'ils se faisaient acheter avec des sacs de billets par le Qatar pour dire du bien du Qatar. Ouais. Alors que et pour faire comme si le Qatar était un grand pays démocratique. Voilà, ouais, et avec à la clé des enjeux très importants. Oui, à la clé des enjeux très importants, notamment de fourniture de gaz, etc. Voilà, donc le Qatar gagne évidemment beaucoup d'argent. Donc on voit bien que c'est comme toujours, ceux qui font la morale sont loin d'être les plus les plus exemplaires. Mais aujourd'hui, je pense que la victoire de Donald Trump aux États-Unis doit pousser les Européens à être enfin capables de défendre leurs intérêts. Et défendre leurs intérêts dans un monde multipolaire, c'est évidemment être capable de parler des Européens, parce qu'on a des intérêts français, allemands, italiens. Bien sûr. Enfin, on voit bien que c'est pas forcément convergent. Non, pas toujours. Ça, c'est vrai. Mais on peut avoir aussi des intérêts convergents. Il y a quand même beaucoup de domaines où on a des intérêts convergents. Une fois qu'on est dans un marché unique européen, dans la compétition, une fois que les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Chine défendent leurs intérêts, pas trop de normes à l'intérieur, des protections à l'extérieur, on doit être capable d'en faire autant. On fait tout l'inverse. Plus de normes à l'intérieur et pas de protection. C'est le drame de l'Union européenne, c'est que c'est l'espace à la fois le plus normé au monde, l'espace économique, le plus normé au monde et le moins protégé. Quand on regarde ce que fait Trump, les premiers décrets qu'il a pris, au-delà du fait que c'est un bel exemple à la fois de respect de la parole donnée aux électeurs et de volontarisme politique, en quelques heures, quelques jours, on a tous les décrets qui sont préparés, qui semblent en tout cas opérationnels. Bon, voilà, on voit bien que pour défendre efficacement son économie, America First, il dit, moi, je diminue au maximum les contraintes, les normes, alors que nous, on est dans l'inflation des normes sous prétexte environnemental, on diminue la fiscalité, et puis par ailleurs, quand ça suffit pas pour être compétitif sur la scène mondiale, on n'hésite pas à mettre des droits de douane. Voilà. Et il ne s'agit pas de mettre des droits de douane de manière aveugle sur tous les pays, sur tous les produits. Non, ça peut être des protections du marché. Voilà. L'Union européenne, c'est le contraire, comme vous le disiez très justement. On a l'inflation des normes, on ajoute à l'inflation des normes l'inflation des taxes. On a la fiscalité nationale et maintenant ce qu'ils appellent les ressources propres. C'est-à-dire plus d'argent la fiscalité européenne qui vient évidemment, qui ne se substitue pas à la fiscalité nationale, mais qui vient ajouter une couche supplémentaire dans le millefeuille. On en a besoin, c'est vrai. Et donc du coup, nos entreprises ont toutes les peines du monde à être compétitives, et on met évidemment aucune protection, puisque dans les rares cas où il y a encore des protections douanières, qu'est-ce que fait la Commission européenne ? On en parlait tout à l'heure, elle multiplie les négociations d'accords de libre-échange. Et on voit bien que ce modèle-là, c'est ce qui a tué notre industrie au bénéfice de l'Asie au cours des dernières décennies. Et l'enjeu du Mercosur, c'est évidemment le risque que ça tue notre agriculture européenne et notamment française, au profit de l'agriculture de bien d'autres pays, et notamment du continent sud-américain. Comme tous les domaines. On a un auditeur avec nous en ligne, Bruno de Paris. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour. Écoutez, je voulais demander à Nicolas Bay s'il avait le sentiment, paradoxalement, que depuis l'élection de Donald Trump, le parti de la guerre contre la Russie qui domine de façon évidente à Bruxelles, à part quelques voix, celle de la Slovaquie et de la Hongrie, est-ce qu'il a le sentiment que le parti, oui, de la guerre est affaibli ou doute un peu? Et ma deuxième question, je voulais lui demander, en cas de traité de paix encore hypothétique entre la Russie, l'OTAN, l'Ukraine, est-ce qu'il serait favorable à la levée des sanctions contre l'énergie russe, donc le gaz et le pétrole? On sait que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Les Russes nous vendaient leur pétrole 30% moins cher que les Américains. Donc l'industrie allemande et même l'industrie française souffrent. Oui. Est-ce que donc Nicolas Bay serait partisan d'une levée des sanctions au moins partielles concernant l'énergie? Et donc ma première question concernant la situation à Bruxelles, est-ce qu'on a aucune proposition diplomatique? Moi, j'ai l'impression que la seule chose que sait faire Bruxelles, c'est voter toujours des crédits pour des milliards de crédits pour la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il a le sentiment donc que les choses bougent un peu? Merci Bruno. Alors, est-ce que ça bouge à Bruxelles depuis que Trump a été élu? Alors oui, ça doit bouger, mais sur l'Ukraine en particulier. Ouais, on voit bien ce qui s'est passé sur l'Ukraine. L'Union européenne s'est montrée impuissante à empêcher la guerre. Et une fois qu'il y a eu la guerre, eh bien, la seule solution, c'était non pas essayer de trouver le chemin diplomatique de résolution du conflit, c'était donner un maximum de moyens à l'Ukraine pour mener cette guerre. En soi, défendre l'Ukraine, ça peut se justifier, mais ça doit s'accompagner d'une action diplomatique pour essayer de résoudre ce conflit armé le plus rapidement possible. Et là, on a bien vu que voilà, ça dure maintenant depuis 3 ans, et l'Union européenne se révèle totalement impuissante. Et si on veut impuissante, elle est plutôt à jeter de l'huile sur le feu. Elle est plutôt va-t-en-guerre. Et surtout, voilà, les principales grandes puissances européennes se révèlent tout aussi impuissantes d'ailleurs. Voilà, il y a quand même un contraste assez saisissant. Mais il y a quand même eu, Emmanuel Macron est incapable aujourd'hui de peser. Alors que la France est là, dans l'Union européenne, maintenant que les Anglais sont sortis, on est les seuls, la France, à avoir l'arme nucléaire, à avoir des forces militaires de projection, et pas simplement de défense nationale, à avoir un réseau diplomatique mondial. On dispose d'un certain nombre d'atouts. Emmanuel Macron semble incapable de l'utiliser. Et l'Union européenne aujourd'hui, avec la victoire de Trump, en réalité, les mêmes qui, pendant des mois, nous ont dit que ce sera la catastrophe absolue si Trump est élu, sont à admettre publiquement aujourd'hui que la solution passe par Trump, et ils s'en remettent en quelque sorte à des négociations hypothétiques qui semblent débuter, en tout cas, de Trump avec les protagonistes, en l'occurrence Zelensky et Poutine, pour essayer de résoudre ce conflit. Donc ça montre, malheureusement, c'est un révélateur d'une forme d'impuissance totale de l'Union européenne, et on s'en remet finalement aux États-Unis dans l'espoir qu'ils parviennent à sortir du conflit. C'est-à-dire que, comme toujours, les démocrates américains font les guerres ou amplifient les guerres, et les républicains, à l'exception peut-être de Bush, sont dans une posture isolationniste qui a caractérisé Reagan, qui caractérise Trump et qui a caractérisé son premier mandat. On l'a pas assez dit. Il a été très critiqué dans son premier mandat, mais retrait d'Afghanistan, retrait de Syrie, apaisement avec la Corée du Nord, ce qui était comme pas gagné. Voilà, il y a eu des signes tangibles et même aussi désescalade avec la Russie pendant le premier mandat de Donald Trump. Tout ça a été très positif. Il avait honoré ses engagements isolationnistes. Je pense qu'il essayera d'en faire autant, et peut-être il a sans doute une partie de la solution pour une résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce serait évidemment souhaitable. Et sur la deuxième partie de votre question... Justement, parce que Trump vient de supprimer un groupe qui était à l'origine sur le contrôle des sanctions des oligarques russes aux États-Unis. Donc les sanctions, est-ce que l'Europe est prête aussi à revoir certaines des sanctions? Alors que là, ils viennent de voter il y a une semaine de nouvelles sanctions. Moi, je me souviens au Parlement européen quand ils ont commencé avec les sanctions contre la Russie. C'était il y a 10 ans quasiment. Eh bien, on a vu ce qui s'est passé. Les États-Unis à l'époque poussaient, c'était l'administration d'Obama, poussaient à des sanctions contre la Russie. Mais au moment où l'Union européenne mettait des sanctions contre la Russie, avec en riposte des embargos de la Russie sur un certain nombre de nos produits agricoles notamment, ce qui nous a fait un tort considérable, et bien dans le même temps, les Américains augmentaient leur volume commercial avec la Russie. Donc ils étaient les grands gagnants, tout en incitant l'Europe à faire exactement le contraire de ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Moi, je pense que si on n'en est pas là, mais si on parvient à une résolution du conflit et que la guerre cesse, eh bien, il y aura forcément un moment.
et le plus rapide sera le mieux, où on rétablira des relations économiques, commerciales, notamment avec la Russie, parce que si on ne le fait pas, eh bien d'autres le feront, et d'ailleurs on commençait à le faire, à commencer par les pays asiatiques, et donc ça nous fera du tort sur la scène mondiale. Donc, et c'est déjà le cas aujourd'hui. Les sanctions, on voit l'état de l'économie allemande avec les sanctions. Exactement. Les Allemands sont les plus, tributaires du gaz russe, et aujourd'hui, en réalité, on est dans l'hypocrisie totale, parce que qu'est-ce que fait l'Union européenne? Elle dit, ah ben non, pour des raisons morales, on ne va pas acheter du gaz à la Russie, parce que la guerre est inacceptable. Ouais. Bon, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent du gaz à la grande démocratie qu'est l'Algérie, à la grande démocratie qu'est le Qatar, et à la grande démocratie qu'est l'Azerbaïdjan, qui attaque militairement l'Arménie, et le comble du ridicule d'ailleurs, c'est que le gaz que l'Union européenne achète à l'Azerbaïdjan, je rappelle que Ursula von der Leyen s'était rendue à Bakou en expliquant sur place que l'Azerbaïdjan, qui est quand même une dictature, inféodée à la Turquie, était un partenaire fiable. Bon, mais le gaz qu'on achète à l'Azerbaïdjan, c'est un gaz qui, pour l'essentiel, provient de Russie. Absolument. Voilà. Donc en réalité, on achète du gaz à la Russie en permettant au passage à l'Azerbaïdjan de gagner un petit peu d'argent. Voilà. Donc tout ça est absolument incohérent. En matière d'énergie, pour conclure là-dessus, on a intérêt, nous, à avoir un maximum d'indépendance énergétique, parce que c'est la clé, être capable soit de produire de l'énergie pas chère et donc du nucléaire, soit être capable d'approvisionner de l'énergie pas chère quand on ne peut pas nous-mêmes la produire, je pense notamment au gaz, et à ce moment-là, eh bien, il faut diversifier au maximum d'ailleurs nos partenariats pour ne pas être tributaire d'un seul fournisseur. On va en parler justement de l'énergie et du Green Deal, parce qu'on a appris que la Commission avait financé un des groupuscules pour tuer le nucléaire, et l'Allemagne se retrouve bien embêtée. On va marquer une courte pause, et si vous souhaitez, comme Bruno, réagir ou poser vos questions, 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour la dernière partie de ce Poulain sans réserve avec notre invité Nicolas Bay, député européen du groupe ECR. On parlait avant la pause du Green Deal, en fait, de cette façon qu'a l'Europe de pousser l'industrie à être durable, de faire en sorte que le nucléaire ne soit pas une énergie bon marché. Qu'est-ce qui se passe avec ce Green Deal? Est-ce qu'il va être remis en cause quand même avec la pression des industries automobiles notamment, qui se retrouvent pris en étau entre Chine et États-Unis, ou est-ce que ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on démantèle tout ce qui reste d'industrie en Europe? Oui, en réalité, ce Green Deal, qui est des normes supplémentaires sous prétexte environnemental, peut être le dernier clou sur le cercueil de l'industrie européenne. Pourquoi? Parce qu'on s'inflige des normes que personne ne s'inflige nulle part sur la planète. Et quand je dis sous prétexte environnemental, parce qu'on s'aperçoit que bien souvent, ces normes, elles n'ont pas d'impact réel sur l'environnement, et elles n'ont même pas, s'agissant des normes agricoles, d'impact réel sur la sécurité alimentaire, par exemple, ce qui serait évidemment une préoccupation louable. Donc en fait, on repeint tout en vert pour se donner bonne conscience, mais évidemment, on le fait au détriment de nos acteurs économiques, avec qui subissent déjà des normes qui sont les plus élevées au monde, dans tous les domaines. Et donc, la préoccupation environnementale et climatique devient l'ultime argument irrationnel, finalement, pour justifier la mise à mort de nos outils industriels. On a encore un peu en France, on a très peu d'industrie. L'Allemagne a encore un peu d'industrie. Il est évident que l'industrie automobile allemande va faire directement les frais de cette folie. Notamment les sous-traitants qui font déjà faillite à la chaîne. Exactement. Et tout ça au bénéfice, de nos principaux compétiteurs, notamment asiatiques. Voilà, donc tout ça est absolument incohérent. Moi, je pense qu'il y a une possibilité, un espoir, de revenir sur un certain nombre de ces textes. Encore faudrait-il qu'une partie de la fausse droite s'assume comme de droite, soit courageuse, défende nos intérêts économiques, au lieu d'accepter cette espèce de chape de plomb et de dictat de la gauche. Ce qui est terrible, et je le vois tous les jours au Parlement européen, c'est que souvent la fausse droite sait très bien ce qu'il faudrait faire, mais elle n'est pas seulement soumise
politiquement à la gauche, elle est soumise psychologiquement à la gauche. C'est trop. Elle a l'angoisse, la peur de se confronter à la gauche, qui souvent est bien organisée, avec des relais médiatiques, des relais associatifs, des ONG qui ont des buts prétendument très louables, mais qui en réalité ont un agenda idéologique. Des ONG financées par la Commission, oui, voilà. des ONG environnementales. C'est très intéressant. Financées elles-mêmes par la Commission. C'est incroyable cette affaire. Parce que là, on est en pleine auto-ingérence, là, pour le coup. Frans Timmermans, qui était le premier vice-président exécutif, le numéro 2 de la Commission européenne, sous la première mandature de Ursula von der Leyen, socialiste néerlandais, faisait une guerre acharnée au nucléaire. Donc ces gens-là qui nous parlent d'environnement toute la journée, qui nous expliquent que la seule grille de lecture, ça doit être l'émission de carbone, font la guerre à l'énergie qui est pas chère et décarbonée. Voilà, il n'y a évidemment aucune logique. Et les Allemands, on a vu ce qu'ils ont fait, ils ont supprimé leur parc nucléaire civil et ils ont remplacé ça par des usines à charbon qui tournent à plein régime et qui polluent plus que toute autre activité industrielle. Bon. Timmermans, dans son agenda idéologique, a fait la guerre au nucléaire et pour avoir des relais, il semblerait, je parle au conditionnel, mais il faut qu'il y ait une vraie enquête et on a demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête. Le groupe ECR, par la voix de Carlo Fidanza, a demandé une commission d'enquête du Parlement européen là-dessus. Il semblerait que la Commission européenne est massivement financée. Non pas simplement des associations qui feraient la promotion de l'environnement, comme c'est dit, mais des associations dont la mission précise et, semble-t-il, formalisée, était d'aller faire du lobbying auprès des députés européens. C'est-à-dire d'identifier les maillons faibles, en quelque sorte, ceux qui sont hésitants, pour les faire pencher du côté qu'ils considèrent comme le bon, c'est-à-dire lutter contre le nucléaire et voter tous les textes en faveur du Green Deal. Il y a beaucoup de textes sur le pacte vert qui, finalement, ont été votés à une courte majorité au Parlement européen ces dernières années. Et il est probable que ces sommes astronomiques qui ont été versées ont contribué à faire basculer des majorités. Donc il y a une infraction démocratique gravissime. Et puis il y a quand même un principe, normalement, c'est que la Commission européenne, qui est en quelque sorte le gouvernement de l'Europe, aussi contestable que ce soit, doit respecter le pouvoir législatif qu'est le Parlement européen. Voilà. Et donc utiliser l'argent de la Commission européenne pour essayer de modifier le choix démocratique du Parlement, c'est évidemment inacceptable. Donc c'est un scandale de plus. Il faut réussir à faire la lumière dessus, à éviter qu'il soit étouffé. C'est tout l'enjeu actuel, d'où les actions qu'on a entreprises et la demande d'une commission d'enquête. Mais ça révèle quelque chose de très profond, c'est qu'en réalité, ces gens-là savent qu'ils gouvernent contre les peuples et contre les nations. Ils le savent très bien. Ils savent très bien que si on demande aux électeurs, dans un processus démocratique, type référendum, leur avis, ils seront largement minoritaires, largement balayés. Et donc, ils consacrent une énergie et des moyens, et en l'occurrence l'argent du contribuable, sur le lobbying pour essayer et la propagande. De tordre le bras, en quelque sorte, à l'opinion publique pour contourner les processus démocratiques et imposer des choix qui n'ont jamais été validés, ni avant, ni pendant, ni après par les électeurs. Alors, autre scandale, et on va finir là-dessus, c'est celui des assistants parlementaires du Front National. À l'époque, vous êtes cité dans cette affaire avec 3 ans d'inéligibilité, il me semble, 2 ans de prison, dont 18 mois ferme. Le verdict doit arriver fin mars, le 31 mars. Qu'est-ce que vous attendez de la justice française? Écoutez, moi, je fais partie des citoyens qui n'ont pas tellement confiance dans la justice de leur pays. Donc j'espère... c'est rare d'entendre ça, d'habitude j'ai confiance dans la justice de mon pays. Mais... J'espère que les juges sauront, respecter les grands principes du droit, à commencer par la séparation des pouvoirs. Mais évidemment, je suis raisonnablement inquiet sur ce sujet, parce que ce qu'on a vu dans cette affaire, c'est quoi? C'est finalement... le président socialiste du Parlement européen, à l'époque, Martin Schulz, qui demande à son ami Christiane Taubira, ministre socialiste de la Justice, d'engager un procès politique contre le Rassemblement national et un certain nombre de ses personnalités, de ses députés européens, dont j'étais à l'époque, et en nous expliquant qu'on aurait enfreint la loi et commis un détournement de fonds parce que nos assistants parlementaires n'auraient pas fait un travail parlementaire. Voilà. Quand nos assistants parlementaires
nous aide dans le travail politique quotidien, ça relève évidemment de l'activité parlementaire. L'activité parlementaire, c'est pas simplement le processus législatif à Bruxelles et à Strasbourg. C'est aussi l'ensemble des actions que nous menons auprès de nos compatriotes, auprès des acteurs économiques, dans les médias, etc. Ça relève aussi de l'activité parlementaire. Et voilà, donc on voit bien que c'est un procès politique. Personne n'a eu, il y a aucun enrichissement personnel dans cette affaire. Personne n'a eu un centime dans la poche. C'est simplement le périmètre exact. Le débat, et ça touche au périmètre exact de l'activité parlementaire. Voilà. Et derrière tout ça, on voit bien qu'il y a une volonté de mise à mort politique. Moi, j'ai eu un certain nombre de désaccords avec Marine Le Pen, mais l'empêcher aujourd'hui d'être candidate à l'élection présidentielle, tenter de l'empêcher par une décision individuelle de juge, alors que dans les sondages, elle est donnée comme pouvant gagner cette élection présidentielle, ce serait une atteinte gravissime à la démocratie. On n'est pas assez près avec ce qui se passe en Roumanie. On va rendre l'antenne pour ce qui est de notre émission, et vous retrouvez dans un instant Brigitte Lahaye qui reçoit Seymour Bruxelles pour parler de l'âme. Voilà, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.